Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être face à vous parce qu'en fait, dans la salle, il y a des décathloniens, il y a des très bonnes amies, il y a mes pairs de VH et ça me réchauffe le cœur. Et pour tous ceux que je ne connais pas, je suis ravie aussi d'être en contact avec vous aujourd'hui. Je me sens très vivante parmi vous. Je m'appelle Amélie, je suis leader de Decathlon Exchange, qui est le lieu de transmission de la culture d'entreprise. Et également, je suis au service de la transformation humaine de l'entreprise, donc pour Decathlon. La transformation humaine, c'est un vrai sujet de passion pour moi que je mène depuis 2011, que j'accompagne, que je porte parfois dans l'entreprise. Et en fait, pourquoi c'est la passion? C'est parce que ce sujet me permet vraiment de relier mes actions du quotidien à qui je suis et à ce en quoi je crois. Je crois profondément que l'homme est bon. Je crois profondément que mettre chaque homme au cœur des projets dans l'entreprise est performant. Et je crois profondément que lorsqu'on permet d'avoir un environnement de confiance pour chacun d'entre nous, alors on est plus capable de décider, de prendre du plaisir et que, 3 petits points, la performance sera la conséquence. Moi, c'est Faustino. Salut. Je suis espagnol, donc voilà, mon accent, si vous comprenez rien, levez la main, vous faites comme ça. Et ça fait 23 ans que je suis dans la boîte. Je pèse 5 kilos. Et je lis de Decathlon en Belgique à l'instant. J'ai fait des différentes choses, j'ai des différentes casquettes, rôles. On en parlera peut-être un peu plus tard. Et je suis aussi très content d'être ici et d'avoir fait cet exercice avec Amélie, justement, de prendre le temps de se dire qu'est-ce qui s'est passé chez Decathlon depuis 3 ans. Ça a été très riche à faire. Donc, content de partager ça avec vous. Voilà, moi aussi, je suis très contente qu'on soit à deux parce qu'on a décidé en fait de vivre le moment comme ça, tous les deux, pour essayer de vous raconter en fait notre quotidien depuis plus de 3 ans. On s'en est rendu compte en fait en faisant cette relecture, Faustino, que en fait ce qu'on avait vécu depuis 3 ans, rien n'était écrit il y a 3 ans. Et donc c'est une vraie émergence. Ça nous a ressauté aux yeux, encore en l'écrivant, de dire en fait on a fait notre chemin petit pas par petit pas. On a avancé l'un après l'autre. Donc voilà, nous on va vous éclairer les étapes qui, selon nous, ont été peut-être des étapes marquantes. Bien évidemment, en fait, il n'y a aucune vérité, aucune leçon, parce que vous l'aurez compris, c'est aussi associé à l'histoire de Decathlon et puis à ce chemin qui s'est fait par émergence de nos apprentissages. On a quand même tenté. La première étape sur laquelle on avait voulu s'arrêter, Faustino, c'est le point de départ. Et finalement, en fait, un petit peu ce que vous partagez aussi pour Kiabi, c'est pourquoi Decathlon se transforme. À l'époque, en fait, Decathlon est une entreprise qui va plutôt bien. Les chiffres sont plutôt bons. Les collaborateurs expriment qu'ils sont plutôt heureux de travailler à Decathlon. Et en fait, voilà, si on peut passer juste la deuxième, et puis après j'arrêterai de le passer. Et puis en fait, finalement, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur, c'est pas tout à fait ça. C'est qu'on est une entreprise qui est née avec la culture de la subsidiarité. Donc la subsidiarité, c'est que quand je suis en responsabilité d'une chose, c'est moi qui en supporte les conséquences, et donc c'est à moi de prendre les décisions. Et là, en fait, nous, même si on a 40 ans, eh ben, on se rend compte qu'en fait, on a grandi, on a grossi, et que finalement, de plus en plus de procédures se sont mises en place chez nous. On a aussi un autre phénomène qu'on rencontre, c'est qu'on a une organisation par silo, et qu'il y a une bonne compétition entre chacun. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais nous, on les connaissait bien. Donc, les réunions d'équipe, c'était plutôt sportif. Pas beaucoup d'écoute, mais plutôt ton point de vue contre mon point de vue. Voilà, on était arrivé finalement en fait à 12 niveaux hiérarchiques entre un vendeur et le président Mathieu Leclerc à l'époque, qui est toujours le président, mais c'était lui déjà à l'époque. Pour une entreprise qui se veut en structure plutôt plate, voilà, 12 niveaux hiérarchiques, c'est beaucoup. De là, il y a un autre vecteur qui est en fait que notre management à Decathlon a toujours été plutôt à la pointe. En fait, on a toujours été un petit peu en avance sur notre management. Et que là, en fait, on commence à se rendre compte qu'on n'est plus du tout aussi dans quelque chose qui peut aussi être mis en avant, puisqu'on commence à grossir. Et donc, de ce fait-là, la prise de responsabilité, qui finalement était dans notre ADN, ne fonctionne pas. 2011,
À l'époque, je suis RH, donc voilà, ça c'est pour vous montrer un petit peu les 6 créateurs de Decathlon qui ont vraiment fait vivre cette entreprise et ils l'ont construit sur le principe de subsidiarité. 2011, à l'époque, je suis RH en production et moi je sens tous ces mouvements et en fait il y en a 2 qui me pèsent profondément. Le premier, c'est la non-connexion et la non-confiance entre les gens. Et le deuxième, c'est que je vois plein de gens en fait, qui ne peuvent pas décider par eux-mêmes. Moi, ça me génère une frustration, une colère énorme. Et donc, je commence, dans mon petit coin, à faire des ateliers que j'appelle Oser la confiance, libérer les énergies, la pyramide inversée. Voilà, j'avais donné plein de noms, je pensais que ça s'appelait un projet à l'époque. Et en même temps, on a commencé un tout petit peu. En 2013, je deviens leader de Decathlon Exchange. Et là, je me dis, banco, je vais pouvoir enfoncer un peu plus le clou. Et donc, fin d'année, on organise un événement avec toute l'équipe. Et pour la première fois à Decathlon depuis très très longtemps, on demande à des personnes, en fait, on propose à tout le monde de dire, mais en fait, qui serait motivé pour travailler sur l'humain dans l'entreprise? Et là, on a une centaine de personnes qui sont présentes, que je vais appeler les first followers, et qui vont vraiment commencer aussi, en étant inspirés, en portant eux-mêmes quelque chose, à commencer à faire vivre des mouvements dans l'entreprise pour faire changer les choses. Bien évidemment, il y a la Pologne, il y a la Belgique, je pense à Between aussi, je pense à certains services informatiques qui se lèvent tout de suite en premier. Après, on a un énorme coup d'accélérateur, parce qu'en 2015, on a un changement de leader. Donc Michel Abalea reprend l'entreprise. Et lui, en fait, dès les premiers moments, il pose ce sujet, c'est même pas un sujet, c'est son sens en fait. C'est liberté et responsabilité. Moi, ce que j'ai envie d'apporter avec moi et pour Decathlon, c'est liberté et responsabilité. Et tout de suite, il va nous passer des messages très forts. Est-ce qu'on peut passer une slide en plus, s'il vous plaît? Voilà, merci. Ça, je vous ai repris une slide qu'il a présentée dès son arrivée, et juste en gras, en fait. Il va tout de suite nous dire, en fait, moi, je vais prendre soin de votre liberté, et je voudrais que vous puissiez prendre soin de votre responsabilité. Cette phrase, elle a été quand même assez détonnante chez nous. Il nous met aussi bien en avant de dire oui, l'entreprise va peut-être bien, mais en fait là, moi ce que je vois, c'est plutôt qu'on est en train de jouer pour pas perdre et qu'on joue pas pour gagner. Il va aussi nous faire passer comme message que pour lui, c'est le coéquipier heureux qui est le plus important. Et voilà, je m'arrête là. Voilà. J'en avais un qui était aussi super important, c'est qu'il nous dit aussi, il nous remet bien dans le contexte du monde externe, de la vitesse nécessaire, de l'agilité nécessaire. Et moi, personnellement, il y a une phrase qui m'a marquée à l'époque, c'est pas les gros qui vont manger les petits, mais c'est les rapides qui vont manger les lents. Et donc voilà, quand vous imaginez une entreprise comme Decathlon, qui va bien, 60 000 coéquipiers, là on se dit, tiens, il faudrait quand même pas qu'il y ait un petit qui nous mange. Toi, Faustino, comment tu l'as vécu cette période? Moi, à cette époque-là, j'étais leader de la Pologne, de Decathlon Pologne. Et grâce à Manu, qui est dans la salle, là, on avait commencé un peu à bouger, justement, plus par des besoins à nous. D'abord avec notre équipe directe, et puis ça avait un peu par... voilà, ça s'était un peu étendu. Et c'était une époque où je ne me sentais pas super bien dans la boîte. Je sentais un peu... voilà, ça faisait 20 ans que j'étais dans la boîte, et je sentais un peu du... Voilà, c'était un peu de déjà vu. Je ne sentais pas une vitalité énorme. Et grâce à ce qu'on a commencé avec Manu en Pologne, j'ai senti un peu, OK, un truc nouveau. Et c'est tombé super bien parce que moi, j'étais allé à Istanbul, justement, comme Michel a posé ce qu'il voulait pour la boîte. Et moi, je me suis dit, waouh, ça tombe bien parce qu'en fait, il veut vivre par des raisons à lui. C'est ça qui m'a touché aussi parce que je trouvais ça plutôt un truc personnel, pas une stratégie. J'ai senti que les mecs, ils voulaient vivre quelque chose et ça m'a touché. J'ai trouvé de l'authenticité. Et moi, personnellement, ça m'a donné un souffle de nouveau, un peu de renaissance. Je pense que sinon, j'aurais quitté la boîte. Et depuis ce moment-là, j'ai l'impression de vraiment d'être dans les premiers jours, il y a 23 ans, de réinventer la boîte tous les jours, de vivre un truc nouveau. Voilà, pour moi aussi un petit retour d'expérience sur ce que j'ai vécu. Au début, en fait, je me suis dit génial, quoi. Je suis en train de vivre un alignement des planètes, et en même temps très vite, en fait, j'ai eu des peurs qui sont montées en me disant oui, mais ce qu'il dit, en fait, il le pense vraiment, il va vraiment le mettre en place. Donc j'ai eu un énorme besoin d'alignement avec lui, de partager beaucoup, en fait, pour être sûr. Et puis après, il y a des actes très rapidement qui se sont posés.
J'en ai deux en tête. Le premier, c'est qu'une des premières réunions de leaders qu'il a réalisées, en fait, je vous partageais tout à l'heure que c'était souvent dans nos habitudes plutôt de discussion et pas beaucoup d'écoute. En fait, là, on a des leaders qui ont compris ce que Michel voulait vivre, et en même temps, eux, ils ont plein de questions et ils voudraient savoir comment ils vont faire, etc. Et en fait, Michel va se positionner voilà, au milieu, il va les écouter sans jamais leur répondre. Moi, ce que ça m'a fait, en fait, quand j'ai vécu cette réunion, c'est de me dire, OK, là, réellement, concrètement, il nous met chacun face à nos responsabilités. Ça veut dire qu'on pose des questions à un leader, mais en fait, lui est en train de nous dire, je suis sûr que tu as la réponse en toi. La deuxième chose, c'est que j'avais eu un rêve, c'était de lui dire, tu sais, Michel, comme la confiance n'est pas là, moi, je rêve en fait, de cette helping team que tu viens de construire, donc qui était l'ancien, on va dire quoi, équipe dirigeante. Hein, voilà, on l'avait appelé helping team dès le départ. De dire, écoute, il faut qu'on travaille la confiance entre nous, parce que sinon, rien ne va se passer. Et en fait, Michel, eh ben, il me dit, OK, mais en fait, il ne va même pas regarder le contenu de ce que je vais faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à partir du moment où, depuis maintenant 3 ans, à partir du moment où en fait, on a une idée, eh ben, c'est à nous de supporter les conséquences de nos actions, mais aussi de prendre toute la responsabilité. On va générer de ce fait-là ce qu'on appelle un Liberation Day. Chez nous, on a appelé ça des Liberation Day, où on va le faire d'abord pour donc cette helping team, et ensuite, on va tout de suite y associer 150 personnes qui vont représenter toute l'entreprise. Ça va générer vraiment un travail sur les croyances de l'entreprise, qu'est-ce qui pourrait être limitant, et en même temps nos forces, qu'est-ce qu'on a envie de vivre. Et ces Liberation Day, en fait, ils vont commencer à se répandre partout dans le monde. Ça a été une étape importante du début. On vous éclaire une deuxième étape qui est super importante dans tout ce qu'on a envie de mener. C'est comment on fait pour faire vivre la subsidiarité dans l'entreprise et vraiment que chacun puisse prendre des décisions. Et là, on a eu une grosse étape, mais encore une fois, ce n'était pas écrit. Là, maintenant, on vous le fait comme le film, mais ce n'était pas du tout ça. D'une organisation en silo à une organisation par ville. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, de 2014 à aujourd'hui, à chaque étape, en fait, on a vécu des différentes organisations. La première structure qui a toujours pour sens de faire vivre encore plus de subsidiarité. Il y a une chose, c'est chez nous, ce qu'on dit, c'est dire en fait, on ne veut pas de lien de subordination entre nous. Et donc pour ça, il y a eu une première étape, c'est Michel s'est entouré d'une équipe où il a nommé un leader de continent sur les 5 continents. Avant, on était organisé en silos. Donc on avait le retail, la logistique, la production, et tout ça était mondial. Là maintenant, on devenait sous une forme de continent. Ensuite, finalement, ces leaders de continent se sont réunis, et moi je faisais aussi partie de cette équipe, et on est allé se questionner sur quel était notre rôle. Et en se posant sur cette question sur notre rôle, on s'est rendu compte en fait que cette helping team, elle pouvait tout à fait un frein à la subsidiarité. Donc, naturellement, entre nous, on a décidé de ne plus exister. La troisième étape qui a eu lieu, c'est que les leaders de continent se sont aussi rendus compte qu'eux-mêmes pouvaient être un frein à la subsidiarité, puisque ça refaisait encore un niveau hiérarchique. Et donc, on est passé de leaders de continent à des leaders de ville, à des leaders de pays, pardon. Et là, j'ai envie de partager avec vous comment j'ai vécu cette phase de s'approcher plus vers la subsidiarité. Au fait, quand on a décidé d'éliminer un peu l'étage continent, j'étais là. C'était mon étage. Et j'avais été nommé une espèce de patron de zone, donc j'ai animé, j'ai coaché des directeurs, des leaders pays. Et j'ai assisté à une réunion où quelque part, Michel a dit bah, ce que vous faites, est-ce que c'est utile? Et moi, j'ai passé ma vie dans les aéroports, j'ai bouffé des cacahuètes à 3 heures du mat. Et putain, j'ai une tristesse de dire oh, waouh, c'est quand même pas sympa ça. Et c'est un moment dur, mais en même temps, j'avais déjà bossé un peu sur moi, donc je suis rentré chez moi, j'ai gardé un peu cette tristesse et je me suis dit ben, qu'est-ce que ça vient toucher en fait. Et j'ai touché un truc qui a été très important pour moi après, c'est en fait, je ne suis pas ce que je fais. Et ce qu'on met en question, c'est pas moi en fait. C'est bien le rôle que je joue aujourd'hui. Parce que c'était vrai, j'avais jamais senti autant d'amour, de reconnaissance autour. Et toucher ça, ça m'a vraiment libéré. Puis je suis venu par choix en Belgique et le côté positif de tous ces changements-là, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait sauter un niveau hiérarchique,
perso, je me suis senti beaucoup plus co-responsable de ce qui se passe dans la boîte. Et aujourd'hui, c'est le cas. Je me sens, voilà, je sens que ce que je décide, ce que je fais, en fait, ce que Decathlon fait, ça dépend énormément de moi. Et voilà, et du coup, j'ai perdu un peu en batte, si vous voulez, mais j'ai gagné vraiment en profondeur et en puissance. Tu nous parles de la décentralisation ? Oui, en même temps, quand on est passé... avant, on avait un système un peu père-enfant entre la France et les autres pays. Avec tous ces mouvements de décentralisation, on a dit aux équipes qui étaient basées en France mais qui s'occupaient du monde, vous allez vous occuper d'abord de la France. Vous allez faire bien localement et si ce que vous faites c'est bien, les autres viendront s'inspirer. Et moi, en vivant ça dans notre pays, j'ai vécu ça aussi très positivement parce que du coup, en fait, l'assistanat, c'est terminé. Il fallait se prendre en main. Et ça nous a mis tous beaucoup plus dans une relation adulte-adulte entre les pays. Et c'est un grand changement avec de la souffrance, parce que quand on dit à des équipes, tu es mondial et tu passes à être local, responsable Roubaix, bah, c'est pas facile. Mais le temps passé, on s'est dit, c'était plutôt vertueux. On en parlera après. Alors, voilà, tu nous partages la façon dont tu l'as vécu. Moi, je peux aussi vous faire un petit témoignage de comment ça s'est vécu au global de l'entreprise. C'est un mouvement qui nécessite du courage. C'est pas tous les jours rose. Il y a parfois beaucoup de freins. Et notamment, en fait, à un moment donné, bah, voilà, quand il faut changer et quand nous, on était bien avant, bah, c'est pas facile. Et c'est un petit peu, bah, finalement, vous décidez de quelque chose pour nous, alors que moi, en fait, finalement, dans mon périmètre, ça allait super bien. Donc, pourquoi le faire ? On avait aussi culturellement quelque chose, une croyance à Decathlon, mais qui est quand même toujours super vraie, que j'ai repointé du doigt ce matin. C'est en fait, nous, on adore le changement. Donc, à Decathlon, on adore changer. Donc, c'est pas difficile, trop difficile pour nous de changer. Et on a un petit côté, on dit, oh, de toute façon, c'est coup de barre à gauche, coup de barre à droite. Et donc, quand on a commencé, voilà, dans les premières années, il y en a certains qui ont dit, t'inquiète pas, de toute façon, sois patient, dans un an, ça change. Et ça, voilà, ça a été aussi ces mouvements-là, ça a été des hommes en souffrance qui s'y retrouvaient plus. Imaginez, dans les croyances de Decathlon, c'est qu'avant, c'était tu dois changer à peu près tous les 2-3 ans, sinon c'est qu'il y a un problème de potentialité pour toi. Tu étais reconnu parce que tu avais le plus gros périmètre. Et donc là, on était en train de dire, mais non, en fait, c'est plus comme ça que ça va se passer. Et donc, voilà, il y a des personnes qui ont été en vraie souffrance, en vraie douleur, en vraie perte de repères par rapport à ces changements qu'on proposait. Moi, j'estime à peu près à 1 an et demi le temps de turbulence en fait, de ce qu'on a vécu à Decathlon, où ça a vraiment secoué très très fort le cocotier, où ça a remis tout le monde vraiment en questionnement. Alors tout le monde peut-être pas, mais en tout cas une partie notamment de tout ce qui était équipe de direction, etc. Auparavant. Donc ça, c'est un petit peu aussi ce qu'on a vécu dans les côtés plus difficiles. Il y a eu aussi au niveau de la décentralisation des personnes qui disaient bah, attends, mais moi je travaille pour le United et là tu es en train de me dire que je vais travailler pour la France. Donc ça veut dire que ce que je faisais avant, ça servait à rien. Donc là, on vient chercher l'utilité de la personne, quelle est ma place et finalement qu'est-ce que je faisais, est-ce que ça créait vraiment de la valeur. Ce que tu partageais ce matin sur la brutalité, je pense que en fait, c'est peut-être parce que voilà, si on regarde les 4 cadrans, quand on refait l'histoire, on n'a peut-être pas bien fait attention à gérer les 4 cadrans en même temps. Et donc, on a poussé trop vite sur certains. L'étape suivante qu'on a voulu éclairer aussi, c'est un moment fort qu'on a vécu. On est en juin 2015. En fait, moi, Michel me demande d'accompagner ce mouvement et je lui dis tout de suite que j'ai un rêve, c'est de coécrire la vision de Decathlon avec tous les coéquipiers. La vision, elle a toujours existé à Decathlon, ça fait partie aussi de notre ADN. Mais cette année, en 2015, on décide vraiment de dire en fait, qui est motivé pour participer. Donc ça veut dire qu'on permet à chacun des coéquipiers de lever la main, de dire moi, ouais, j'ai envie d'en faire partie. Sur 60 000 coéquipiers de l'époque, on va avoir 37 000 coéquipiers qui vont lever la main pour y participer. Et donc on a vraiment pour la première fois réalisé une vision coécrite en utilisant l'intelligence collective. Et je vois Christophe qui est derrière, donc ça veut dire qu'en timing, on ne doit pas être terrible. Donc je vais aller vite.
Voilà. Alors là, les petits freins, ça a été, oh là là, mais ton processus, il est super lourd, c'est beaucoup plus efficace si on le fait d'une autre façon. Ça a été le point. Par contre, en fait, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un alignement des 80 000 coéquipiers de Decathlon qui est incroyable et qui, je pense, n'a jamais été atteint, à tel point que maintenant, notre vision, on appelle ça nos causes, et qu'on les revoit plus tous les 2 ans. Voilà, Charles, je te vois, hein, toi, tu t'importunes notamment. On la revoit plus tous les 2 ans, mais on fait un petit update léger tous les ans pour être sûr qu'elle soit encore d'actualité. Voilà. Ce que j'ai envie de rajouter là, c'est que moi, c'est la première fois que j'ai touché vraiment la puissance de l'intelligence collective. Et moi, je faisais partie de ceux qui disaient « Waouh, c'est long, on met 7 mois à faire une vision. » Si c'était moi, je l'aurais fait en 2 semaines. Par contre, effectivement, les temps qu'on gagne après en termes d'alignement, c'est quand même un truc de ouf. En fait, chez Decathlon, on était très habitués à faire des trucs rapides, mais après, on mettait des années à faire que les gens les partagent. On a un peu changé la donne. Aujourd'hui, on prend plus de temps à le faire ensemble. Et du coup, il ne faut pas investir à partager les trucs parce qu'ils sont déjà co-construits. Et on a vécu la même chose sur un grand changement stratégique qu'on a fait à Paris il y a 1 mois, où on a décidé un truc, à mon goût, est stratégique pour la boîte. Et on a décidé ça à 150. Et une fois on a posé les trucs, c'est une espèce d'évidence et tout le monde est aligné. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. C'est très puissant. Et après, je voudrais peut-être rajouter aussi que en fait, dans les 5 causes, on a une cause qui s'appelle Preserve to Protect, qui en fait est vraiment une cause qui est remontée des équipes mondiales. Chine, Inde, Italie, voilà, on est sur, à l'époque, on était sur une 30aine de pays. Et aujourd'hui, je ne sais pas si dans un processus différent, elle serait remontée à ce niveau. Donc c'est vraiment aussi d'écouter la voix de ce que portent nos coéquipiers qui peut mettre aussi en évidence des stratégies d'entreprise. On avait envie de vous en partager une, c'est la vision, c'est la cause humaine qui s'appelle Do What I Love, donc fais ce que tu aimes. Et on estime qu'en 2026, on sera 100 000 freelancers épanouis et efficients. On créera notre propre chemin et on sera capable de promouvoir nos différences au sein de l'entreprise pour avoir 100 000 coéquipiers qui seront 100 000 freelancers et qui seront 100 000 actionnaires. Ah. Là, normalement, il y a un petit film qui doit se lancer. Les héros de notre propre vie, unis par notre sens, nos valeurs et notre passion du sport. Nous n'écouterons pas les voix qui diront que cela n'était pas possible, que c'est dur de changer, que c'est trop loin, que ce n'est pas pour toi. Tu es unique. Nous savons qu'à Decathlon, chacun a des talents et que nos différences nous rendront plus riches et plus forts pour gagner ensemble. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Trouve ce qui te rend heureux et qui donne du sens à ta vie. Nous croyons que chacun peut devenir entrepreneur de sa vie. Aie confiance en toi et en ta vision. Demande-toi qui tu voudrais être. Deviens créateur de ton propre parcours au sein de Decathlon. Sois toi-même, pas besoin de masque. À Decathlon, nous souhaitons que chacun puisse avoir un environnement bienveillant et challengeant pour être 100% lui-même. Nous n'accepterons plus les tâches sans valeur ajoutée. Les moyens modernes nous permettront d'être plus efficients et de faire ce que nous aimons. En 2026, nous serons 100 000 décathloniens épanouis et efficients, 100 000 freelancers, 100 000 actionnaires. Can't have fun and work, don't go. Can't have fun and work, don't go. Voilà, ça c'est notre vision humaine. C'était pour un petit peu vous éclairer ce qu'on avait fait sur l'intelligence collective. L'avant-dernière étape qu'on voulait vous partager, c'est les rôles. Alors, qu'est-ce que sont les rôles ? Les rôles, en fait, c'est suite à cette vision, on s'est dit comment on peut faire vivre le Do What I Love, fais ce que tu aimes, et également la subsidiarité. Et en fait, on avait un nœud qui coinçait chez nous, dans notre historique, dans nos croyances. Là, c'est une belle pyramide. Aujourd'hui, voilà, je ne vous l'ai pas dit, mais nous, notre objectif, c'est de transformer l'entreprise en réseau. Et comme on croit en la subsidiarité, en fait, on avait beaucoup de postes, beaucoup de personnes qui étaient toutes, alors ça c'est vraiment pour moi super important de le poser,
Aujourd'hui, 80 000 coéquipiers, j'ai jamais croisé quelqu'un qui n'avait pas une bonne intention. Et donc il y avait vraiment, moi j'oppose jamais le passé avec le présent et avec le futur. C'est vraiment en fait dans l'état actuel des choses, nous ce qu'on veut vivre c'est la subsidiarité. Et en fait à des moments, quand vous n'animez pas par exemple un PNL en direct et que vous ne pouvez pas mesurer vraiment les conséquences, que vous avez ce qu'on appelle une consolidation, alors pour nous vous n'êtes plus dans la subsidiarité. Puisque même si vous êtes forgé de plein de bonnes intentions, on peut tout à fait créer des organes de contrôle, de reporting, qui vont en fait dire plutôt, fais ce que je te dis, mais pas forcément ce que je fais, ce que je m'applique à moi-même. On avait en fait, pourquoi ces niveaux hiérarchiques se sont créés à Decathlon? C'est qu'en grandissant, en grossissant, nous on avait une croyance qui était vraiment très très bonne à la base, qui était de dire, on a un patron pour entre guillemets 8 à 12 collaborateurs. Pourquoi on avait ça? Parce que Michel Leclerc, le fondateur de l'entreprise, disait « parce qu'au-dessus, tu n'es pas capable de connaître le nom du chien, s'il a combien d'enfants, etc. » C'était vraiment pour créer une proximité, d'avoir des équipes très agiles et aussi où il y avait une vraie connaissance de la personne de chacun d'entre nous. Vous comprenez bien qu'à 80 000, si on applique cette règle, ça génère un nombre de niveaux hiérarchiques beaucoup trop, enfin en tout cas très important. La deuxième chose qu'on a changé, c'est de dire pour vivre la subsidiarité, c'est que si tu es acteur de ton propre chemin, en fait, tu deviens ton propre RH. Donc à Decathlon, les RH, voilà, c'est pas non plus, pendant très longtemps, ça n'a pas été non plus quelque chose qui était entre guillemets bien vu. Et on disait toujours, on avait une croyance qui était de dire, en fait, c'est ton patron, le premier RH. Donc voilà, c'était déjà un peu pour vous expliquer que la subsidiarité, elle était quand même déjà un peu présente. Et en même temps, là, on est en train de retransformer en disant, en fait, toi, si tu veux quelque chose, tu vas le chercher, c'est toi qui es acteur de ta vie, ne dépend pas de quelqu'un, ne nous mettons pas dans des liens de subordination. Et la troisième chose, c'est qu'on a la clé du succès, si vous voulez savoir pourquoi Decathlon fonctionne, en fait, c'est grâce à l'entretien individuel. C'est un entretien qu'on a toutes les 4 semaines, c'est quelque chose d'historique, et on sait que grâce à ça, eh bien, on a cette agilité, mais on a aussi surtout ce lien avec chacun des coéquipiers. Et ça, on ne voulait pas le perdre. Donc, vous comprenez bien qu'enlever des niveaux hiérarchiques, tout en conservant l'homme au cœur des projets, à ce qu'il soit bien accompagné, ça nécessitait des changements. Alors, on a créé les rôles. Les rôles ne sont qu'un comment de la subsidiarité. Donc, en fait, il peut y avoir plein d'autres comment pour la subsidiarité. Nous, pour l'instant, c'est celui qu'on a trouvé. Autour du coéquipier, d'accord, donc de chaque décathlonien, donc ça veut dire Faustino, Amélie, Blandine, que je vois au premier rang, on est tous des coéquipiers. Et autour de nous, on va avoir un environnement, un écosystème qui va nous permettre de grandir. La première chose, c'est que chaque coéquipier appartient à un projet. Parce que nous, on veut des personnes qui œuvront concrètement pour créer de la valeur pour des projets. Et en fait, moi, comme coéquipier, je peux faire partie d'un ou plusieurs projets. Ensuite, j'ai besoin d'un environnement qui me permette de progresser sur mes compétences. Je ne sais pas faire, comment je fais pour apprendre? Eh bien là, un autre environnement. Et le troisième, c'est dire, oui, mais moi, ce qui est vachement important, en fait, pour chaque coéquipier, moi, j'ai besoin de travailler sur moi. J'ai besoin que quelqu'un prenne soin de moi aussi dans mon développement personnel, parce que le développement personnel, ça va être à la fois sur en fait, la posture qui va être importante. On peut progresser à la fois sur ses savoir-faire et savoir-être. Et donc, ces rôles, on les appelait comment? On a le leader. Le leader d'un projet, ce n'est pas du tout le manager ou le patron d'avant, hein. Parce qu'avant, le patron, il était patron d'une équipe, donc de personnes. Donc vous imaginez le lien hiérarchique qu'il peut y avoir. Le leader, il est bien le leader d'un projet. Donc ça veut dire qu'il peut avoir des équipes, mais ces équipes, entre guillemets, ne lui appartiennent pas. Les référents, c'est ceux qui vont s'occuper des compétences. Et pour ça, nous, on exprime de dire, en fait, tu ne peux pas te nommer référent, tu ne peux pas être nommé par un hiérarchique référent. C'est bien la communauté qui va te nommer. Et enfin, le rôle de coach. Et donc là, tu es bien coach d'une personne. Tu nous racontes un petit peu, toi, comment tu le vis, ces rôles, Faustino? Oui, moi, je fais tout, en fait. Je tous les rôles. Et ce qui était chouette pour moi de cette façon de fonctionner, c'est qu'avant, quand j'étais un patron classique, j'étais un peu toujours avec les freins à main. C'est-à-dire, en même temps, je m'occupais du développement de gens, j'écoutais, mais aussi j'avais un projet dans la tête, je voulais avoir des résultats. J'étais un peu au milieu du truc. Aujourd'hui, je coach des gens à l'extérieur de la Belgique, la plupart d'eux, dont j'ai vraiment rien à voir avec ces résultats. Donc, je suis vraiment au service de ces personnes-là. Je les accompagne. Et je prends un plaisir fou à faire ça.
Et puis quand je suis en Belgique, je suis leader. Et les équipes ont d'autres coachs. Et moi, je joue le rôle de leader à fond. Et je pense là au projet de la Belgique, aux performances, aux délivrables, ce qu'on doit faire. Et j'essaye de jouer ce rôle à fond, pareil. Et pour moi, ce système-là m'a permis de vivre tout beaucoup plus intensement, en fait. Et j'aime bien. Moi, je vous partage aussi une chose, c'est qu'en fait, avant, souvent, quand on était manager d'une équipe, ben, on avait les personnes avec qui, voilà, les 8-12 personnes avec qui on faisait les entretiens individuels. Mais quand vous êtes dans une même équipe, les mêmes sujets reviennent. Là, le fait d'être leader d'un projet où j'ai beaucoup moins de personnes de mon équipe en animation, on va dire en coaching, en fait, moi, aujourd'hui, par exemple, je suis leader du leader de l'Afrique du Sud. Je suis leader d'une personne qui s'occupe de la production au Maroc. Je suis leader d'Aurélien, je suis coach. Je suis coach. Tout ça a été transformé par coach. Je suis coach d'Aurélien, voilà, qui est directeur de l'ERS, qui est ici. Mais moi, ça me fait en fait ouvrir mon champ de vision de façon incroyable, à la fois sur l'entreprise et à la fois à titre personnel, parce que les histoires, elles sont toujours différentes. Donc c'est un vrai plaisir. Voilà. Et demain, on en est à la conclusion. On avait envie de vous éclairer. Bien évidemment, tout ce qu'on vous a raconté, même les rôles, il n'y a rien qui est mis en place en fait. On est sur le chemin. C'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de remettre chaque jour la tâche sur le feu et en même temps laisser beaucoup de liberté à chacun de vivre dans le rythme qui est le sien et peut-être de trouver ses propres comment. Donc on essaye d'en éclairer pour l'entreprise et en même temps on est toujours très très ouvert pour accueillir ce que peut-être certains leaders de pays vont mettre en place si, à la condition que ça remplisse, que ça aille vers plus de subsidiarité parce que liberté et responsabilité, c'est vraiment le projet qu'on mène. Je voudrais éclairer deux choses. On a beaucoup de travail encore à faire sur le United. Donc de cette culture d'indépendance qui pouvait être un petit peu avant, on commence à se connecter davantage. Et en même temps, pour traiter des sujets sur le United, c'est quand même parfois encore compliqué. On peut avoir des égos qui sont très présents, des personnes qui n'ont peut-être pas encore compris. En même temps, l'interdépendance dont Kiabi parlait auparavant, moi, ça m'a vraiment marqué chez eux, parce que nous, c'est vraiment le chemin sur lequel on est en train de faire. La deuxième chose, où on doit encore beaucoup progresser, c'est l'accompagnement des leaders. L'accompagnement des leaders, parce que eux, ce sont des personnes, comme je vous ai exprimé, qui ont normalement souvent grandi dans le côté, tu seras le plus reconnu quand tu auras plus de niveau hiérarchique. Et là, on est en train de te dire, en fait, là, le jeu, c'est plus le même jeu, on joue plus au même jeu. Donc, en fait, d'un terrain de foot, en fait, maintenant, tu passes à la natation. Donc, vous voyez, là, c'est compliqué. Et peut-être que, encore une fois, dans les cadrans, si je remets ça, il y a le côté en bas à droite, individuel profond, qui est peut-être pas encore assez travaillé chez nous. Et donc, on doit vraiment progresser. Et moi, pour conclure, peut-être, j'avais envie de partager avec vous deux choses. La première, c'est qu'il n'y en avait pas un plan. Je pense qu'on était assez bon avec Amélie pour vous dire comment ça a été bordélique et comment ça l'est toujours. Je pense qu'à chaque phase, on a senti qu'il y avait un truc, c'est pas la disparition d'une équipe de direction. C'était pas planifié, c'est ce qu'on a vécu en Belgique aussi. À un moment, ça faisait plus sens en fait. On sentait que c'était mieux qu'on fasse autre chose. Et je pense que chacune des étapes qu'on a vécues, ça a été un peu comme ça, en s'écoutant et en se disant, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et la deuxième chose, c'est que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça parce que je me suis dit, waouh, quand même, on a bougé beaucoup de choses, il y a plein de choses qui ont changé. Et en même temps, j'ai une conviction profonde, c'est qu'on n'a pas touché encore le truc. Le vrai truc qui est de révéler la puissance de 80 000 personnes, on n'y est pas encore, on n'y est pas du tout même. Donc je me réjouis de dire, voilà, quand même, le mieux est à venir. Donc voilà, merci à vous.